Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de regarder, impuissant, le monde s'effondrer juste devant vous? C'est précisément ce que j'ai éprouvé en voyant la police se tenir dans le salon de mes parents, les menottes encore dans leurs poches, tandis que ma sœur, serrant son bébé de 3 mois qui hurlait, accusait mon fils de 6 ans de l'avoir délibérément blessé. Lucas, mon fils, était recroquevillé dans le coin de la pièce, ses petites épaules tremblaient par vagues, des larmes coulaient sur son visage, mais il n'émettait aucun son. En regardant les yeux terrifiés de mon enfant, j'ai senti que mon cœur était étranglé. Écoutons l'histoire. Je vais vous raconter ce que mon fils a traversé. Avant d'entrer dans les détails de cette histoire, je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis David Moreau, 34 ans. L'histoire que je partage aujourd'hui s'est déroulée un dimanche d'avril de cette année, lorsque ma famille s'est réunie chez mes parents, dans la banlieue résidentielle de Lyon. La lumière printanière filtrait à travers de vieux rideaux de dentelle, créant des taches de lumière dansante sur le parquet en chêne du salon de Gérard et Monique, mes parents. Le rire franc de mon père se mêlait à la voix douce de ma mère, créant cette atmosphère familière et chaleureuse dont je me souviens toujours. Ce jour-là, la maison connaissait une nouvelle joie. Valérie, ma sœur, venait d'accoucher de sa première fille, Léa, il y a 3 mois et séjournait temporairement chez nos parents car son mari était en déplacement professionnel à Nantes. « Regardez ses petits pieds », s'est exclamé mon père, Gérard, en câlinant sa petite fille, son sourire éclatant rendant les rides autour de ses yeux plus prononcés. Monique, ma mère, ne cessait de prendre des photos avec son téléphone, les envoyant immédiatement à ses amis du club de tricot pour se vanter de sa première petite fille. Le parfum des gaufres flottait dans l'air, le dessert préféré de notre famille pour les occasions spéciales. Sophie, ma femme, se tenait à côté de Valérie, les 2 femmes regardant Léa allongée dans son berceau rose pâle, avec ses joues potelées et ses petites mains agrippant le doigt de Valérie. Elle a les yeux exactement comme les tiens, a observé Sophie avec un sourire chaleureux. Mais le nez est comme celui de Marc, a répondu Valérie avec l'air radieux d'une jeune mère, faisant référence à son mari en mission à Nantes, il regrette vraiment de ne pas être ici. L'atmosphère était animée, les conversations et les rires s'entremêlaient, créant une image de bonheur familial que tout le monde souhaiterait, mais au milieu de cette ambiance joyeuse, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas dans le regard de Lucas, mon fils de 6 ans. Alors que tout le monde se pressait autour du berceau, Lucas était assis tranquillement sur un tabouret dans le coin, ses petites jambes se balançant sans toucher le sol. Je pouvais sentir la solitude de mon enfant au milieu de cette agitation, et tandis que je l'observais, j'ai sursauté en sentant une petite main tirer doucement ma manche. Lucas levait les yeux vers moi avec ses grands yeux bleus ronds, les lèvres tremblantes alors qu'il murmurait « Papa, est-ce qu'ils aiment le bébé plus que moi ?» Mon cœur s'est serré à cette question innocente mais blessée. Je me suis assis, je l'ai serré dans mes bras et j'ai expliqué doucement « Tu es la chose la plus merveilleuse qui soit arrivée à maman et papa. Personne ne peut remplacer ta place dans le cœur de papa. » À ce moment-là, Valérie s'est approchée de Sophie, murmurant quelque chose qui m'a fait froncer les sourcils. Ma sœur a jeté un coup d'œil inquiet à Lucas et a dit à Sophie, « Tu ne trouves pas que ton fils est jaloux de Léa ?» Lucas n'arrête pas de la regarder. Sophie a immédiatement protesté fermement. Lucas s'habitue juste à avoir un bébé autour de lui. Il est très bien élevé et attentionné envers les autres. Pendant cette tension, mon téléphone a sonné. C'était l'agent d'assurance qui avait besoin de nous rencontrer immédiatement pour inspecter les dommages causés au toit par la tempête de la semaine dernière. Sophie m'a regardé avec des yeux inquiets. Nous ne pouvions pas manquer ce rendez-vous, car nous l'attendions depuis 2 semaines. Après une brève discussion, nous avons décidé de laisser Lucas avec Gérard, Monique et Valérie. Alors que nous nous préparions à partir, je me suis agenouillé à la hauteur des yeux de Lucas, j'ai saisi ses petites épaules et j'ai promis, maman et papa reviennent dans 1 heure. Joue au puzzle avec mamie et papy. D'accord ? Lucas a hoché la tête à contre-cœur, ses yeux conservant une certaine inquiétude. Un sentiment de malaise m'a traversé, mais je l'ai repoussé, pensant que tout irait bien. En partant, je n'aurais jamais imaginé que 40 minutes plus tard seulement, mon téléphone sonnerait sans arrêt avec des accusations horribles visant mon fils. Sur le trajet vers la maison de Monsieur Lenoir, Sophie et moi discutions des détails de la réparation du toit. Mon esprit était complètement inconscient de tout danger, car où peut-on être plus en sécurité qu'en famille, surtout avec ses proches ? J'aurais pu laisser Lucas chez mes parents toute une journée ou même une semaine sans aucune inquiétude. Avec les gâteries de Gérard et Monique, Lucas aimait même rester chez ses grands-parents plus qu'à la maison. En pensant ainsi,
je ne me suis plus senti trop coupable des yeux tristes de Lucas au moment de notre départ. Quel enfant n'est pas comme ça quand ses parents partent quelque part? Mais ils sont vite heureux. Cependant, je n'aurais jamais imaginé que cette vie paisible serait bouleversée par un simple coup de téléphone. Nous venions de nous asseoir sur le canapé en cuir marron du salon de Monsieur Lenoir depuis environ 20 minutes. Il expliquait le processus d'assurance et les documents nécessaires à Sophie, qui prenait des notes attentivement. Alors que j'étais sur le point de signer le formulaire de réclamation, mon téléphone a vibré violemment. En voyant le nom de Valérie, j'ai ressenti une légère irritation face à cette interruption. Désolé, je dois prendre cet appel, ai-je dit à Monsieur Lenoir en m'éloignant. Dès que j'ai décroché, la voix tremblante et pleine de colère de ma sœur a immédiatement retenti, ton fils a délibérément essayé de faire du mal à mon bébé. Je suis resté figé, incapable de croire mes oreilles. Un frisson glacial a parcouru ma colonne vertébrale tandis que je balbutiais, de quoi tu parles? Tu plaisantes? Avec une voix brisée par la rage, Valérie a crié dans le téléphone, je ne plaisante pas. Je suis juste allé réchauffer le lait de Léa dans la cuisine. Quand je suis revenu, j'ai vu Lucas la pousser hors du berceau sur le sol. Sentant le sang me monter au cerveau, j'ai rapidement objecté, non, c'est impossible. Il doit y avoir un malentendu. Lucas ne ferait jamais ça. Sans hésitation, la voix de Valérie a continué de crier à travers le téléphone, il n'y a pas de malentendu. J'ai appelé la police. Ils sont en route. J'ai eu l'impression que quelqu'un venait de me vider un seau d'eau glacée sur la tête. La police. Ma sœur avait appelé la police pour mon fils. Sophie a vu mon visage pâle et s'est précipitée vers moi. Essayant de garder ma voix calme, j'ai continué au téléphone, Valérie, Lucas n'a que 6 ans. Il ne peut pas, ne me laissant pas finir, Valérie m'a coupé avec une voix pleine de rage, je sais que ton fils est jaloux de Léa. J'ai vu la façon dont il l'a regardée toute la matinée. Me voyant trembler, Sophie m'a arraché le téléphone des mains. Le visage de ma femme était pâle, mais ses yeux lançaient des éclairs en demandant, Valérie, qu'est-ce que tu racontes? Lucas est un enfant adorable. Tu as appelé la police? Que se passe-t-il avec Léa? Elle va bien? Je n'ai pas pu entendre ce que Valérie disait, j'ai seulement vu le visage de Sophie devenir de plus en plus tendu. Après avoir rapidement présenté nos excuses à Monsieur Lenoir et promis de revenir plus tard, nous nous sommes précipités hors de sa maison. J'ai sauté dans la voiture, ma tête tourbillonnant de centaines de pensées. Sophie n'arrêtait pas d'appeler mes parents, mais personne ne répondait. Avec des mains tremblantes et une voix étranglée, Sophie répétait, Lucas ne ferait jamais de mal à personne. Quelque chose ne va pas, David. J'ai serré le volant, sentant que le monde entier s'écroulait. Mon petit-fils, avec ses grands yeux ronds et innocents. Comment pourrait-il délibérément blesser un nouveau-né? Il devait y avoir une raison. Peut-être que Lucas était juste curieux et a accidentellement fait tomber Léa, ou n'était-ce qu'un accident que Valérie avait mal interprété. Lorsque la voiture a tourné dans la rue familière menant à la maison de mes parents, mon cœur s'est serré à la vue de la voiture de patrouille noire et blanche garée devant. Les choses étaient-elles devenues si sérieuses? Sophie a ouvert la porte de la voiture à la hâte avant que je puisse couper le moteur. J'ai couru derrière elle, sentant mes jambes vouloir lâcher. Lorsque nous avons poussé la porte, la scène devant nous était bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Le salon de mes parents ne s'était jamais senti aussi petit et suffocant. La pièce familière avec les photos de famille sur les murs et l'horloge ancienne héritée de mon grand-père est soudainement devenue étrangère, comme si j'entrais dans un espace complètement différent. Dans cet espace, tout ce en quoi j'avais confiance était remis en question. 2 policiers se tenaient sérieusement au milieu de la pièce. L'aîné, aux cheveux poivre et sel, observait la situation tandis que le plus jeune continuait d'écrire sans cesse dans un carnet. Leurs yeux ne portaient aucun jugement, mais leur présence était comme une accusation silencieuse contre ma famille. Dès que nous sommes entrés, Valérie s'est levée brusquement. Ses yeux étaient rouges de pleurs et de colère, tenant Léa comme pour protéger le bébé d'un danger invisible. Dans le coin de la pièce, Lucas était recroquevillé comme un oisillon blessé, ses petites épaules tremblantes de sanglots silencieux. J'ai eu l'impression que des mains invisibles me serraient le cœur. Voyant mon fils dans cet état, avant que je puisse atteindre Lucas, Valérie a immédiatement pointé mon enfant du doigt et a parlé d'une voix dure et accusatrice, Lucas a poussé Léa hors du berceau sur le sol. Je l'ai vu de mes propres yeux. Sophie n'a rien dit, se précipitant immédiatement aux côtés de Lucas, s'agenouillant et le serrant dans ses bras comme un bouclier protecteur.
J'ai senti le tremblement de ma femme, un tremblement non pas de peur, mais de colère et de douleur. La tête tourbillonnante, je me suis tourné vers mes parents paniqués et j'ai demandé d'une voix presque suppliante, « Que s'est-il passé? Qui a vu quoi ?» Le policier le plus âgé s'est approché de moi, ses yeux sérieux, mais ne manquant pas de sympathie. Il a expliqué, « Nous avons reçu un appel signalant qu'un enfant aurait pu délibérément mettre un bébé en danger. Nous devons clarifier la situation. » Du coin de la pièce, au milieu des sanglots étouffés, Lucas a levé les yeux pleins de larmes et le visage rouge, tandis que le petit garçon sanglotait, « Je n'ai pas, je ne voulais pas. » Il y avait un serpent. Entendant cela, Valérie a failli bondir de sa chaise, les yeux écarquillés alors qu'elle s'écriait d'un ton si fort que Léa a sursauté et a crié, « Il n'y avait pas de serpent. Il est jaloux de Léa. Je l'ai vu. » Mes parents se tenaient silencieusement au milieu de la pièce, le visage de Gérard plein de douleur, tandis que Monique avait les larmes aux yeux. Ils étaient comme des gens debout au milieu d'un champ de bataille, ne sachant quel côté prendre alors que les deux côtés étaient leurs propres enfants et petits-enfants. Incapable de supporter davantage, je me suis avancé, me suis tenu droit et j'ai regardé ma sœur droit dans les yeux en objectant d'une voix tremblante mais ferme, « Mon fils ne ferait jamais de mal à personne, surtout pas à un nouveau-né. » La pièce a semblé se figer dans ce moment de tension. Seuls les doux pleurs de Léa et les sanglots étouffés de Lucas brisaient le lourd silence. L'officier le plus âgé a levé la main, signalant à tout le monde de se calmer, puis s'est tourné vers moi et Valérie en disant d'une voix posée, « Pour clarifier ce qui s'est passé, nous devons examiner toutes les preuves possibles. Avez-vous des caméras de sécurité ?» Mon cœur s'est serré alors que je devais secouer la tête et admettre, seulement à la porte d'entrée, pas dans le salon. Immédiatement, un léger sourire a éclairé les lèvres de Valérie alors qu'elle me regardait avec des yeux que je n'avais jamais vus, les yeux d'une victorieuse, les yeux de quelqu'un qui croyait avoir raison. Mais cela m'a fait plus mal que tout, car cela montrait que ma sœur croyait vraiment que mon fils était capable de faire quelque chose d'aussi horrible. Juste au moment où tout espoir semblait perdu, mon père s'est soudainement avancé, son visage sérieux et déterminé alors qu'il prenait soudainement la parole, « Attendez. » Tous les yeux se sont tournés vers Gérard, qui se tenait droit avec une rare assurance. Je pense que Philippe Dubois, le voisin, a une caméra pointée sur la fenêtre de notre salon, alors que tout le monde se tournait vers mon père, il a continué à expliquer d'une voix profonde pleine d'espoir, « Le mois dernier, je me suis même disputé avec lui à ce sujet. Sa caméra pointe droit sur cette fenêtre où se trouve le berceau de Léa et l'endroit où Lucas jouait. À cet instant, j'ai senti un petit rayon d'espoir vaciller dans l'épaisse obscurité qui entourait notre famille. Mon père, un des deux policiers et moi nous sommes tenus devant la porte de Philippe Dubois, le voisin avec qui mon père s'était disputé amèrement. Le soleil de l'après-midi projetait des ombres, créant de longues traînées de lumière sur l'allée méticuleusement entretenue menant à la maison bleu clair. Mon cœur battait la chamade, réalisant que le destin de Lucas et peut-être de toute notre famille dépendait de l'homme à qui mon père avait à peine parlé le mois dernier. En attendant, Gérard a commencé à expliquer aux policiers la situation complexe entre lui et Philippe. Entendant la voix de mon père, j'ai réalisé que c'était la première fois qu'il admettait sa part dans le conflit. D'une voix profonde pleine de regret, mon père a rappelé, le mois dernier, Philippe a installé un nouveau système de caméras de sécurité. L'une d'elles pointait droit sur la fenêtre de mon salon. J'ai réagi de manière peu polie. Le policier a hoché la tête, comprenant qu'il s'agissait d'un problème sensible entre voisins, un type de conflit qu'il rencontrait souvent dans son travail. Monsieur Dubois a le droit d'installer des caméras sur sa propriété, a noté l'officier. Mais il doit aussi considérer l'intimité des autres. Gérard a hoché la tête, ses épaules tendues se détendant légèrement. J'ai appelé ça une invasion et j'ai exigé qu'il retire la caméra. Je n'ai pas pu contrôler ma colère. Un sentiment de malaise s'est répandu en moi, car c'était la première fois que j'apprenais cette dispute. La maison Dubois n'était séparée de celle de mes parents que par une basse clôture. Et légalement, Philippe avait tout à fait le droit d'installer des caméras sur sa propriété pour la sécurité. Le principal problème était l'angle et la proximité qui créaient des conflits de vie privée. Comme s'il lisait dans mes pensées, Gérard a poursuivi d'une voix basse, Philippe a réagi tout aussi durement. Il s'est tenu droit et m'a dit, « Ceci est ma propriété. J'ai le droit de la protéger comme je l'entends. » Depuis lors, nous ne nous sommes plus parlé. L'inquiétude montait en moi. Est-ce que Philippe Dubois nous aiderait après cette dispute? Cependant, c'était notre seul espoir de prouver l'innocence de Lucas. J'ai regardé Gérard, remarquant les rides d'inquiétude profondément gravées sur son visage. Finalement,
Gérard a pris une profonde inspiration et a frappé à la porte. Je pouvais sentir la tension émanant de mon père. Il n'était pas habitué à devoir demander de l'aide, surtout à quelqu'un avec qui il avait eu un conflit. Après quelques instants qui ont semblé s'étirer sans fin, la porte s'est ouverte. Philippe Dubois, un homme d'âge moyen, est apparu avec une surprise non dissimulée en nous voyant, surtout avec la présence policière. Avant que Philippe ne puisse dire quoi que ce soit, Gérard s'est avancé, ses yeux honnêtes et sa voix sincère alors qu'il parlait. « Philippe, j'ai besoin de ton aide. Je sais que nous avons une eau différente, mais il s'agit de mon petit-fils. » À cet instant, j'ai réalisé que l'amour pour la famille pouvait faire qu'un homme fier comme Gérard mette de côté toute fierté personnelle. Philippe a froncé les sourcils, ses yeux pleins de suspicion, mais il a quand même écouté mon père expliquer brièvement la situation qui se déroulait chez nous. Après avoir tout entendu, Philippe nous a regardés avec une expression sérieuse. Il n'y avait aucun signe de satisfaction ou de jubilation que les gens montrent parfois en voyant un adversaire en difficulté. Au lieu de cela, j'ai remarqué une réelle préoccupation dans ses yeux. D'une voix presque enrouée par l'émotion, Gérard a baissé la voix. « Je m'excuse pour mon comportement. Tu avais raison de vouloir protéger ta propriété. » Philippe a regardé Gérard un peu plus longtemps, puis m'a regardé d'un œil évaluateur. Je pouvais voir qu'il considérait non seulement s'il devait nous aider, mais aussi comment aider. Après un bref silence, il s'est écarté et a ouvert la porte plus largement. Alors que nous entrions dans la maison de Philippe, j'ai réalisé que parfois, les conflits entre adultes devaient être mis de côté lorsque des enfants avaient besoin de protection. Et notre espoir dépendait maintenant de la gentillesse de l'homme que mon père considérait autrefois comme un envahisseur. Au moment où nous tous, y compris les deux policiers, attendions que Philippe relise la séquence, je ne pouvais qu'espérer silencieusement que tout irait bien car je croyais toujours en l'innocence de mon fils, malgré l'opinion de tout le monde. Philippe s'est assis sur la chaise pivotante devant le grand écran d'ordinateur dans le coin de son bureau. Initialement, il avait dit que nous pouvions la regarder sur son téléphone, mais après avoir entendu le résumé de la situation par la police, Philippe a décidé que nous devions la voir sur grand écran pour ne manquer aucun détail. Avec une expression sérieuse, Philippe a expliqué alors que ses mains se déplaçaient rapidement sur le clavier. « J'ai installé ce système de caméra il y a 2 mois. Haute résolution et grand angle. Cette caméra pointe vers la fenêtre de Monsieur Moreau car elle est positionnée sur ma ligne de propriété. » En quelques clics, Philippe a rapidement trouvé le segment vidéo horodaté exactement avec l'incident. Le voici. Il y a environ 1 heure, a-t-il dit, et il a appuyé sur lecture. La pièce est tombée dans le silence alors que les images apparaissaient à l'écran. L'angle était de l'extérieur, mais à travers la fenêtre ouverte, nous pouvions voir clairement tout ce qui se passait dans le salon de mes parents. L'image était étonnamment nette. À l'écran, Valérie est apparue, tenant Léa et plaçant doucement le bébé dans le berceau positionné près de la fenêtre. Elle a soigneusement ajusté l'oreiller et la couverture, puis a allumé la télévision assez fort, probablement une habitude pour masquer le bruit extérieur. Ensuite, la caméra a capturé Gérard et Monique quittant le salon. Avant de partir, Monique s'est penchée pour embrasser le front de Lucas, et nous pouvions clairement voir Gérard se pencher, disant quelque chose à son petit-fils. « On jouera au puzzle après que j'aurai fini de réparer la canalisation », a confirmé Gérard doucement, sa voix basse de regret. Il y avait vraiment un problème de canalisation. Ils sont allés dans le jardin pendant environ 10 minutes. À l'écran, Lucas était assis seul sur le canapé, jetant occasionnellement un coup d'œil vers le berceau avec une curiosité enfantine naturelle. Valérie, debout à proximité, regardait Lucas avec des yeux méfiants avant d'aller dans la cuisine. L'écran continuait de montrer Valérie entrant dans la cuisine, laissant Lucas et Léa dans le salon. Lucas a continué à jouer avec ses jouets dinosaures, regardant occasionnellement Léa. Soudain, le policier le plus âgé s'est penché près de l'écran, ses yeux plissés alors qu'il montrait un endroit du doigt. « Attendez, qu'est-ce qui rampe sur le rebord de la fenêtre ?» Nous avons tous regardé intensément le coin gauche de l'écran. Clair et indubitable. Une petite vipère rampait sur le rebord de la fenêtre, avançant lentement mais régulièrement dans le salon. L'officier le plus âgé a hoché la tête, plissant les yeux pour regarder de plus près l'écran. On dirait une jeune vipère. Elles sont souvent attirées par l'odeur du lait maternel et la chaleur des nouveau-nés. Mon Dieu, me suis-je exclamé, sentant mon corps se figer alors que je réalisais le vrai danger que mon fils avait vu. À l'écran, Lucas a soudainement remarqué le serpent. Le visage du garçon est passé de normal à paniqué en un instant. Les yeux écarquillés, Lucas a regardé vers la cuisine,
puis vers le serpent avançant lentement vers le berceau du bébé. Il essaie d'appeler, a noté le plus jeune officier, voyant Lucas ouvrir la bouche comme s'il criait, mais clairement personne ne pouvait entendre à cause du bruit de la télévision et du mixeur aller dans la cuisine. Gérard a gémi doucement, témoin de la panique de son petit-fils, qui se levait de la chaise, ses yeux ne quittant jamais le serpent alors qu'il rampait plus près du berceau de Léa. Sans hésitation, Lucas s'est précipité vers le berceau avec une expression terrifiée. Avec des mains tremblantes, Lucas a essayé de soulever Léa comme il avait vu les adultes le faire, mais clairement mon fils manquait de l'expérience et de la force nécessaire. La caméra a capturé le moment où Lucas a trébuché sur le pied de la table basse, a perdu l'équilibre, et tous les deux sont tombés au sol. Le plus notable était la façon dont Lucas a essayé de tordre son corps pour frapper le sol en premier, s'utilisant comme un coussin pour Léa. Malgré cela, la chute a quand même surpris Léa et l'a fait crier. Le serpent a disparu quand il y a eu du bruit, a souligné Philippe, zoomant sur un coin de l'écran. L'écran a continué de montrer Valérie courant de la cuisine. Son visage paniqué alors qu'elle voyait Lucas et Léa par terre. Presque simultanément, Gérard et Monique sont également arrivés en hâte du jardin, attirés par les pleurs de Léa. D'une voix profonde pleine d'émotion, le policier le plus âgé a parlé, « Votre petit-fils essayait de sauver le bébé. » Il ne s'agissait clairement pas de blessures intentionnelles. Philippe a arrêté la vidéo et a zoomé sur le visage de Lucas lorsque le garçon a vu le serpent. « Regardez l'expression du garçon », a-t-il souligné. C'est de la vraie peur, pas de la simulation. L'officier a sorti son téléphone, prenant des photos de l'écran comme preuve. Nous avons besoin d'une copie de cette vidéo, a-t-il dit à Philippe. En quelques clics, Philippe a enregistré la vidéo sur une clé USB comme demandé par la police. J'ai eu l'impression qu'un lourd rocher venait d'être soulevé de ma poitrine. Mon fils n'était pas seulement innocent, mais un petit héros. La fierté a gonflé dans mon cœur, mêlée à la douleur, en pensant à Lucas faussement accusé. Lorsque Philippe a éteint l'écran et a donné à la police la clé USB contenant les preuves, l'officier le plus âgé a annoncé d'une voix sérieuse mais plus douce, « Nous devons retourner chez vous pour compléter les procédures. » Il est clair que ce n'est pas le cas qui nous a été signalé initialement. Nous avons presque couru sur le petit chemin séparant les deux jardins. Un trajet de moins de 2 minutes, mais rempli d'émotion et d'inquiétude. Chaque pas semblait me rapprocher d'un moment crucial où la vérité guérirait les douloureux malentendus. Gérard marchait devant à pas pressés, son dos courbé comme s'il portait un fardeau invisible. Le policier et moi suivions juste derrière, essayant de suivre. Philippe marchait à côté, serrant la clé USB contenant les preuves précieuses comme si c'était la clé pour sauver l'honneur d'un enfant. Son visage était inquiet, jetant occasionnellement des regards vers la maison devant. Personne n'a dit un mot. Chacun était perdu dans ses propres pensées. Mon esprit était comme un tourbillon d'images, Lucas recroquevillé avec des yeux pleins de larmes, plaidant pour la confiance, puis l'image de mon fils se précipitant courageusement pour sauver Léa sur l'écran vidéo. Je ne pouvais qu'imaginer les moments terribles que le petit garçon traversait. De loin, nous pouvions entendre des disputes à l'intérieur de la maison. La voix de Sophie, forte et tendue, mêlée aux objections de Valérie. Le bruit nous a fait accélérer encore plus. Juste à ce moment-là, Gérard a murmuré, sa voix lourde de culpabilité, « J'ai abandonné mon petit-fils. » Lorsque nous avons ouvert le portail, la voix de Sophie a retenti sèchement de l'intérieur, pénétrant à travers la porte fermée, « Tu n'as pas le droit de traiter mon enfant comme ça. Lucas n'est qu'un enfant. » La voix de ma sœur Valérie a riposté, pleine de défensive, « Je suis juste inquiète pour mon enfant. N'importe qui ferait la même chose. » En même temps, la voix de Monique continuait de retentir, essayant d'apaiser, « Calmez-vous, les enfants. S'il vous plaît, calmez-vous. » Lorsque nous avons ouvert la porte et sommes entrés dans le salon, la scène devant nous était comme une peinture figée. Sophie debout protectrice devant Lucas. Valérie tenant une Léa qui pleurait. Tout le monde se tournant brusquement pour nous regarder avec un mélange d'émotions contrastées, espoir, peur et anticipation. Et c'est là que la vérité a une fois de plus éteint tout doute dans la pièce suffocante. Le policier s'est avancé au milieu de la pièce, a levé son téléphone et a dit d'une voix professionnelle, « Nous avons examiné la preuve vidéo et pouvons confirmer que votre petit-fils a agi pour protéger le bébé. » Ces mots ont été comme une pierre jetée dans une eau calme. Sophie m'a regardé, ses yeux demandant sans mots. Ses yeux étaient grands ouverts, attendant que je confirme ce qu'elle avait toujours cru. Avec les yeux rouges, j'ai hoché la tête et j'ai dit les mots que tout le monde aurait dû croire depuis le début, le serpent.
Lucas a essayé de sauver Léa du serpent. Lucas a levé les yeux de derrière Sophie. Les yeux rouges de mon fils s'écarquillant soudainement, s'illuminant d'un faible espoir. Ses petites épaules n'étaient plus courbées comme avant, mais ses mains s'accrochaient toujours fermement à la chemise de sa mère comme à une bouée de sauvetage. Mon fils a regardé autour de lui, observant les réactions de chacun, comme s'il n'osait pas croire que la vérité avait finalement été révélée. Valérie est restée figée, incapable de croire ses oreilles. Les yeux de ma sœur paniquaient alors qu'elle réalisait sa terrible erreur. Léa, dans ses bras, octait encore doucement, n'ayant aucune idée à quel point elle avait frôlé le danger et qui l'avait sauvée. Immédiatement, le policier le plus âgé s'est avancé, montrant à tous son téléphone avec des images capturées de la vidéo. Des images claires du serpent rampant par la fenêtre et de Lucas avec une expression terrifiée. À cet instant, Sophie a éclaté en sanglots. Des larmes de soulagement. Non plus des larmes de douleur, mais des larmes de soulagement. Elle s'est retournée, a serré Lucas fort dans ses bras et a embrassé sa tête, chuchotant des mots réconfortants que seule une mère pouvait dire à son enfant. Lucas a lentement enroulé ses bras autour du cou de sa mère. Son petit visage enfoui dans son épaule. Les épaules de mon fils tremblaient, non plus de peur, mais de soulagement. Il a murmuré quelque chose à l'oreille de Sophie, et je pouvais deviner, je t'avais dit qu'il y avait un serpent. Valérie s'est lentement assise sur la chaise la plus proche, ses jambes semblant perdre de leur force. Les yeux de ma sœur ne quittaient jamais Lucas, son visage plein de regrets. Je n'avais jamais vu ma sœur comme ça. Plus sa confiance habituelle, juste une mère qui venait de réaliser qu'elle avait fait quelque chose de terrible. D'une voix chuchotée et étranglée, Valérie a dit « Oh, Lucas ». Lucas a entendu la voix de Valérie et s'est lentement tourné pour regarder ma sœur. Les yeux de mon enfant ne contenaient plus de peur, mais maintenant de la confusion et de l'incertitude. Mon fils ne savait pas comment réagir lorsque la personne qui venait de l'accuser le regardait maintenant avec des yeux pleins de regret. Gérard n'a pas attendu une seconde de plus. Il s'est approché et s'est agenouillé devant Lucas. D'une voix tremblante, rarement entendue chez un homme aussi dur, Gérard a admis « Papy s'est trompé, mon cher enfant. Papy s'est trompé de ne pas te croire. » Lucas a regardé son grand-père, ses grands yeux ronds et innocents s'adoucissant progressivement. Mon fils avait un cœur indulgent comme tous les enfants, et j'ai vu un petit sourire apparaître au coin de la bouche du petit garçon. Pas un sourire joyeux, mais le sourire soulagé d'un enfant qui venait de voir un fardeau trop lourd être levé. Le policier le plus âgé a pris la parole pour expliquer, essayant d'alléger l'atmosphère pesante, nous allons retirer toutes les charges et faire un nouveau rapport. La caméra de Monsieur Dubois a tout enregistré clairement. Monique s'est tournée vers Philippe avec une gratitude infinie, Monsieur Dubois, restez s'il vous plaît dîner avec nous. C'est la seule façon que nous ayons d'exprimer notre gratitude. Philippe a secoué doucement la tête, ses yeux compréhensifs, merci, madame, mais je pense que votre famille a besoin d'intimité. Je reviendrai plus tard. Lorsque la porte s'est refermée derrière la police et Philippe, nous sommes restés là comme des étrangers dans notre propre maison familière, chacun portant une blessure invisible que personne ne savait comment guérir. Après que la police ait complété leur procédure et soit partie avec des excuses et un rapport déclarant qu'il n'y avait pas de comportement intentionnellement nuisible, le salon est tombé dans un lourd silence. Le tic-tac de l'horloge semblait plus fort que d'habitude, comptant chaque seconde qui passait dans l'atmosphère suffocante. Valérie fut la première à briser le silence. Sa voix était étranglée et pleine de regrets, « Lucas, je suis vraiment désolé. J'ai paniqué et j'ai réagi de manière excessive en ne te croyant pas. » Lucas ne voulait toujours pas quitter l'étreinte de Sophie, ses yeux rouges regardant Valérie avec méfiance. Le petit corps de mon fils était tendu comme celui d'un jeune animal blessé, prêt à fuir. Ses petites mains agrippaient fermement la chemise de sa mère alors que Valérie essayait d'approcher. Voyant mon fils reculer de peur, j'ai senti mon cœur étranglé. Sophie s'est immédiatement levée, les yeux de ma femme s'enflammant d'un feu protecteur alors qu'elle parlait sévèrement, « S'il te plaît, reste loin de mon fils. » Je me sentais à la fois en colère et le cœur brisé, mais j'ai essayé de me contrôler car Lucas regardait. Ma colère n'aiderait pas maintenant. Mon fils avait besoin de calme plus qu'un autre adulte perdant le contrôle. Gérard s'est levé, les épaules affaissées comme s'il portait le monde entier. Les rides sur son visage se sont approfondies alors qu'il disait d'une voix profonde pleine de remords, « Nous sommes tous fautifs ici. Je n'ai pas écouté mon petit-fils. » À ce moment-là, Monique a commencé à pleurer, couvrant son visage de honte. Ses sanglots résonnaient dans la pièce alors qu'elle chuchotait, « Que avons-nous fait à notre petit enfant ?»
Sophie a regardé Valérie, ses yeux toujours pleins de colère alors qu'elle demandait « Comment as-tu pu appeler la police sans enquêter minutieusement ?» Valérie a secoué la tête, les larmes coulant à nouveau, tachant le mascara sur ses joues. Quand j'ai vu Léa tomber, l'instinct maternel a submergé tout le reste. J'étais trop effrayé pour penser clairement. Dans ce moment de tension, Lucas a soudainement pris la parole, sa voix petite et tremblante comme une brise, « Je voulais juste sauver le bébé. » Ces mots simples ont transpercé mon cœur. J'ai essayé de retenir mes larmes, mais les sensations de brûlure se sont propagées derrière mes paupières. Dans son innocence, mon fils avait fait preuve de courage et d'attention que nous, adultes, n'avions pas reconnu. Après un moment à se regarder, Sophie et moi avons tous deux compris qu'il était temps de partir. Cette atmosphère suffocante n'était plus sûre pour Lucas. Nous avons décidé de ne pas rester dîner comme prévu initialement. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé qu'une excuse ne pouvait pas effacer la douleur. Lucas aurait besoin de temps pour surmonter la peur d'être accusé par sa famille, et notre famille aurait besoin de plus d'une soirée pour guérir cette fissure. Et ainsi, les jours après l'incident se sont écoulés dans un lourd silence. Lucas pleurait et sursautait constamment dans son sommeil, des cauchemars hantant mon fils nuit après nuit. Après une semaine comme celle-ci, nous avons décidé de solliciter l'intervention d'une psychologue pour enfants, Madame Leroy, qui l'a patiemment aidé à surmonter les souvenirs douloureux. Tout au long du premier mois, ma sœur et son mari nous ont fréquemment contactés, envoyant des cartes d'excuses et de petits cadeaux pour Lucas. Valérie a même essayé d'appeler chaque semaine, mais Sophie refusait toujours de lui passer l'appel. Au moins, disait souvent ma femme pendant les nuits où nous restions éveillés à cause des pleurs de notre enfant, Valérie aurait pu faire confiance à l'enfant de sa propre famille avant d'appeler la police. Le deuxième mois, mes parents sont venus rendre visite à Lucas avec des jouets qu'il aimait. Bien que Lucas ne semble pas en colère contre ses grands-parents, la façon dont il les regardait n'était pas la même. L'admiration inconditionnelle avait cédé la place à une lassitude subtile que seuls les parents pouvaient reconnaître. À ce moment-là, j'ai réalisé que la confiance, une fois brisée, ne pouvait jamais retrouver son état d'origine. L'été est arrivé et est passé. Lucas continuait d'aller à l'école primaire tous les jours, rentrait à la maison et grandissait mois après mois. Cependant, il y avait de légers changements dans sa personnalité que nous ne pouvions pas nous empêcher de remarquer. Il devenait plus prudent avec son environnement, surtout en ce qui concerne les petits animaux dans le jardin. Et parfois, pendant les après-midi calmes, Lucas regardait par la fenêtre avec des yeux lointains, inappropriés pour un enfant en pleine croissance. Un soir d'automne, après que Lucas se soit endormi, il m'a posé la seule question sur l'incident, « Papa, pourquoi les adultes ne me croient-ils pas ?» Une question simple mais profonde qui m'a brisé le cœur. Je n'ai pas su répondre, si ce n'est de le serrer fort dans mes bras. À l'arrivée de l'hiver, j'ai suggéré plusieurs fois à Sophie de revoir Valérie, surtout à l'approche de Noël. Mais ma femme n'avait pas changé d'avis une seule fois. La confiance est comme un château de sable. Il faut du temps pour le construire, mais une seule vague pour le détruire. La semaine dernière, ma sœur a amené Léa en visite. Pour la première fois depuis des mois, Sophie a ouvert son cœur pour les laisser entrer dans le salon, mais il était probablement encore trop tôt. Lorsque j'ai appelé Lucas pour qu'il descende, il a secoué la tête et a continué à jouer dans sa chambre. J'ai respecté les sentiments de mon enfant, même si j'ai vu les yeux de mes parents se remplir de larmes en réalisant à quel point leur petit-fils avait changé. Hier soir, après que Lucas se soit endormi, Sophie et moi nous sommes assis dans la cuisine pour discuter de la possibilité d'organiser une petite fête pour l'anniversaire prochain de Lucas. Bien que nous soyons très préoccupés par cette situation, nous comprenons que chaque personne a besoin d'un temps différent pour guérir. Nous ne pouvons pas forcer la confiance à revenir. Et maintenant, j'attends toujours que le temps guérisse tout. Parce que je sais que dans chaque famille, l'amour existe toujours, peu importe à quel point il est blessé. Peut-être qu'un jour, quand Lucas sera plus grand, il comprendra que les adultes font aussi des erreurs. Et le pardon est souvent le cadeau le plus précieux que nous puissions nous offrir les uns aux autres. S'il y a une chose que je veux partager avec vous à travers cette histoire, c'est probablement ceci, écoutez toujours les enfants, même lorsque ce qu'ils disent semble déraisonnable. La confiance est le fondement de toutes les relations familiales. Et une fois perdue, il faut beaucoup plus de temps que vous ne le pensez pour la reconstruire. Avant de terminer l'histoire, je veux vous demander, ai-je tort d'espérer encore qu'un jour notre famille se réconciliera vraiment et redeviendra comme avant? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires et faites-nous savoir si vous avez vécu des malentendus similaires dans votre propre famille.